Bonjour à tous. Donc, je tiens à sincèrement remercier l'Académie Lorraine des Sciences pour son accueil aujourd'hui lors de cette conférence et pour l'honneur qui m'est fait donc de pouvoir vous présenter les travaux que nous avons réalisés au sein de notre laboratoire. Donc, je tiens également particulièrement à remercier le professeur Chantal Finance, qui a toujours été à mes côtés et grâce à qui j'ai pu accéder à un poste hospitalo-universitaire pharmaceutique, qui m'a fait confiance et vraiment ça a été une très très belle rencontre professionnelle. Alors, je vais donc commencer ma présentation sur les cellules souches ou stromales du cordon ombilical dans le traitement du sepsis en donnant quelques exemples d'applications dans le choc septique et les formes graves de Covid-19. Donc, je vais commencer ma présentation en vous présentant ces cellules stromales mésenchymateuses, car je vais beaucoup en parler et donc afin que vous sachiez tout de suite de quoi il s'agit. Alors, ces cellules stromales mésenchymateuses ont été décrites initialement dans la moelle osseuse, donc la moelle qui se trouve au sein de nos os, formant un support, un stroma, support pour les cellules souches hématopoïétiques qui, elles, sont les cellules qui vont donner les éléments figurés du sang, les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs. Et donc, ces cellules stromales mésenchymateuses viennent en soutien de ces cellules souches hématopoïétiques pour permettre ce que l'on appelle l'hématopoïèse, c'est-à-dire la différenciation en éléments figurés du sang. Ces cellules stromales mésenchymateuses, donc découvertes et décrites au niveau de la moelle osseuse, répondent à certaines caractéristiques qui ont été définies par la Société internationale de thérapie cellulaire. Donc, d'une part, leur capacité d'auto-renouvellement, comme toutes les cellules souches, leur capacité d'adhérence au plastique, et puis leur capacité, donc l'adhérence au plastique que vous voyez ici, donc ça c'est une culture de cellules stromales mésenchymateuses qui a un aspect fibroblastique, et puis leur expression de marqueurs caractéristiques des cellules stromales mésenchymateuses, donc CD73, 90, 105 pour ne citer que, et l'absence de marqueurs hématopoïétiques, contrairement aux cellules souches hématopoïétiques, donc l'absence de CD34, l'absence de molécules HLA de classe 2. Le fait qu'elles n'expriment pas un certain nombre de récepteurs ou de facteurs qui leur permettent d'interagir et d'activer les cellules du système immunitaire permet donc qu'on puisse les utiliser dans un contexte allogénique et c'est ce qui est extrêmement intéressant. Alors, je vais aborder maintenant les sources au sein desquelles on peut trouver ces cellules stromales mésenchymateuses. Initialement, comme je l'ai dit, elles ont été découvertes et décrites dans la moelle osseuse, donc qui est un tissu adulte. Elles ont également été retrouvées dans d'autres tissus adultes, tels que le tissu adipeux, donc tissu adipeux qui est en fait la graisse, la pulpe dentaire et d'autres tissus adipeux. Le problème avec tous ces tissus adultes, c'est que les CSM, les cellules stromales mésenchymateuses que l'on va trouver, vont varier, leur qualité va varier, leurs propriétés vont varier en fonction de l'âge du donneur. Plus le donneur est âgé, plus les propriétés sont affaiblies. À côté de ces sources, plus récemment, au milieu des années 2000 à 2010, ont été décrites des sources fœtales. Donc le placenta, le sac amniotique et principalement le cordon ombilical. Et au sein du cordon ombilical, ce qui est le plus intéressant, c'est la gelée de Wharton. Donc, vous avez ici le cordon et vous avez ici tout autour la gelée de Wharton, donc ce tissu conjonctif qui entoure les vaisseaux du cordon, que vous voyez ici en coupe, donc les vaisseaux du cordon ici, et ce tissu conjonctif qui vient finalement protéger ces vaisseaux des torsions ou des risques d'agression.
Ces cellules souches, ces cellules stromales mésenchymateuses, donc on va symboliser dans la suite de l'exposé par Wharton-Gilly MSC, WJ-MSC, sont très immatures, contrairement aux cellules mésenchymateuses des tissus adultes. Elles ont une plasticité, c'est-à-dire une capacité de différenciation relativement accrue, et surtout, elles sont très faciles à collecter. Donc c'est relativement simple. Il suffit de récupérer le cordon ombilical lors d'une naissance. Et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, elles ont une capacité proliférative beaucoup plus importante, ce qui fait que quand on va les cultiver in vitro, en laboratoire, eh bien, elles vont pousser beaucoup plus vite que les tissus adultes. Et elles ne sont associées à aucun problème éthique. Donc, ce sont des cellules extrêmement intéressantes, une source extrêmement intéressante. Maintenant que nous avons vu les sources, nous allons voir les différentes propriétés qui sont associées à ces cellules stromales mésenchymateuses. Alors, il y a différentes propriétés, des propriétés qui sont secondaires à un contact cellule-cellule, donc une cellule avec une autre, ou bien des propriétés qui sont liées aux facteurs que vont sécréter les cellules stromales mésenchymateuses. Et une chose intéressante que je souhaite vous dire tout de suite, mais qu'on aura l'occasion de revoir, c'est que les cellules stromales mésenchymateuses par elles-mêmes, telles que, elles ne sont pas amenées à sécréter tellement de facteurs. En revanche, elles vont adapter leur sécrétion de facteurs en fonction de l'environnement dans lequel elles vont se trouver et des cellules avec lesquelles elles vont interagir. Donc en fait, ce qu'elles sécrètent, c'est en réaction à l'environnement qu'elles rencontrent. Donc, parmi leurs différentes propriétés liées au contact cellule-cellule ou liées aux facteurs qu'elles vont sécréter, que j'ai mentionné ici, eh bien, elles vont engendrer un certain nombre de propriétés que je mentionne ici. Alors, d'une part, elles sont capables de proliférer, ça va être très intéressant pour la production in vitro. Elles constituent un support stromal, nous l'avons vu dans la moelle osseuse avec les cellules souches hématopoïétiques. Et puis, elles ont, on va mentionner que celles-ci, des propriétés antibactériennes parce qu'elles sécrètent notamment, mais pas uniquement grâce à ça, mais parce qu'elles sécrètent des facteurs antibactériens tels que le LL37 ou l'hepcidin. Et puis, elles sont douées de propriétés immunomodulatrices, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de moduler la réaction du système immunitaire. Alors si auparavant, on envisageait de les utiliser plus pour leurs propriétés de différenciation. Nous avons vu tout à l'heure qu'elles étaient capables, c'était dans la définition de l'ISCT, qu'elles étaient capables de se différencier en cellules de tissu mésodermique, c'est-à-dire l'os, le cartilage ou le tissu adipeux. Donc, si elles ont été envisagées effectivement pour de la réparation tissulaire, notamment osseuse et cartilagineuse, elles sont aujourd'hui très intéressantes pour leurs propriétés immunomodulatrices. Donc voilà comment elles interagissent. Elles interagissent, pour ces propriétés immunomodulatrices, avec toutes les cellules qui interviennent dans le système immunitaire, que ce soit des cellules de l'immunité innée, comme les neutrophiles, les cellules NK, les monocytes, ou des cellules de l'immunité spécifique, comme les lymphocytes, qu'ils soient T ou B. Elles interagissent soit par un contact cellule-cellule direct, la possibilité de transférer même des organites cellulaires tels que des mitochondries pour fournir une espèce de respiration cellulaire et donc une force supplémentaire aux cellules avec lesquelles auxquelles elles transfèrent ces mitochondries, mais également elles interagissent par la sécrétion d'un grand nombre de facteurs en réponse donc à l'environnement dans lequel elles se trouvent et des facteurs. Alors, lorsqu'elles se trouvent dans un environnement pro-inflammatoire, elles vont être capables de sécréter un certain nombre de facteurs qui sont anti-inflammatoires, que ce soit des prostaglandines, par exemple, que ce soit des molécules HLA tolérantes ou que tolérogènes, ou que ce soit des cytokines. Alors, je vais vous présenter maintenant
quelque chose qui a été décrit dans les années 2010-2011 et qui se vérifie, voilà, est de plus en plus confirmé, le fait que ces cellules stromales mésenchymateuses, en fonction de l'environnement dans lequel elles vont se trouver, vont être capables d'adopter deux phénotypes différents. Le premier phénotype va être adopté lorsque ces cellules stromales mésenchymateuses vont se retrouver dans un environnement extrêmement inflammatoire. Donc, c'est matérialisé ici par deux cytokines très pro-inflammatoires, le TNF-alpha et l'interféron gamma. À ce moment-là, elles acquièrent un phénotype que l'on appelle MSC2 et qui est caractérisé par les facteurs qu'elles vont sécréter, qui sont des facteurs essentiellement anti-inflammatoires, tels que la prostaglandine 2, HLA-G5, le TGF-bêta, l'IL-10. Et ces facteurs anti-inflammatoires vont avoir un effet sur les cellules de l'immunité innée, donc en limitant l'effet des neutrophiles, par exemple, ou la transformation en cellules dendritiques, en orientant les macrophages vers un phénotype tolérogène, les macrophages M2, en orientant les cellules de l'immunité spécifique, les lymphocytés, vers un profil plutôt régulateur ou anti-inflammatoire. À l'inverse, lorsque ces cellules stromales mésenchymateuses se retrouvent dans un contexte extrêmement peu inflammatoire, TNF-alpha, interféron gamma, alors elles s'orientent vers un phénotype dit MSC1, pro-inflammatoire, booster de l'immunité, donc pro-inflammatoire sécrétant des cytokines pro-inflammatoires, l'IL-1-bêta, l'interféron gamma, etc., et orientant les cellules de l'immunité, les macrophages, vers un phénotype pro-inflammatoire M1, les lymphocytés vers des phénotypes pro-inflammatoires TH1, TH17, et donc favorisant ainsi l'inflammation et stimulant l'immunité cellulaire et l'immunité spécifique. Cette notion va nous être très importante pour la suite de cette présentation. Donc, je vais maintenant vous présenter ce qu'est le sepsis et le choc septique, puis nous verrons ensuite comment les cellules stromales mésenchymateuses peuvent être intéressantes dans le sepsis et le choc septique. Le sepsis débute par une infection, par un agent pathogène, qu'il soit bactérien, viral ou fongique. Et en théorie, lorsqu'il y a une infection par un agent pathogène, se met en place une réponse inflammatoire. Cette réponse inflammatoire, elle est physiologique. Elle a pour but de recruter des effecteurs sur le site de l'infection et ainsi conduire normalement, dans la physiologie, à l'élimination de l'agent pathogène. Dans le cas du choc septique, dans le cas du sepsis, on assiste à une réponse inflammatoire de l'hôte qui va être extrêmement disproportionnée, complètement disproportionnée, et qui va se mettre à dysfonctionner. Et donc, on va assister à une réponse inflammatoire extrêmement forte, excessive, qui va conduire à une altération des tissus, conduisant elle-même à une défaillance d'organes, qui a pour conséquence un impact sur la survie, le risque qui met en jeu la survie du patient. C'est vraiment un problème de santé publique aujourd'hui, puisque la mortalité associée au sepsis est de 46% à ce jour. C'est la 11e cause de mortalité. En 2016, la conférence de consensus a permis de définir clairement ce qu'était le sepsis. Donc, on parle de sepsis à partir du moment où on suspecte une infection et que le score de défaillance d'organes est supérieur ou égal à 2, sur une échelle relativement importante. Donc, à partir d'un score de 2, on considère que en présence d'une infection suspectée, on a affaire à un sepsis. Maintenant, en présence d'un sepsis, lorsque la pression artérielle n'est plus maintenue par un remplissage vasculaire correctement mené et que le taux de lactate dans le sang est supérieur à 2 millimoles par litre, traduisant une acidose et traduisant des lésions tissulaires, eh bien à ce moment-là, on définit le passage en choc septique.
Alors, quelle est la physiopathologie du choc septique? Il s'agit d'une physiopathologie extrêmement complexe dont la description a été modifiée récemment et où maintenant tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un modèle dynamique avec un effet anti-inflammatoire, une réaction inflammatoire concomitante d'une réaction anti-inflammatoire. Donc, nous voyons ici cette hyperinflammation qui se matérialise par cette courbe relativement importante. Cette inflammation, à l'origine, c'est un agent pathogène qui, par lui-même, active la réaction inflammatoire, mais qui aussi, par la destruction des tissus qu'il engendre, génère la sécrétion, la libération de ce qu'on appelle des damage associated molecular patterns, donc de motifs associés aux dommages tissulaires qui vont eux-mêmes activer les cellules de l'inflammation, les cellules de l'immunité innée. Cette réaction inflammatoire extrêmement importante va conduire, outre la lésion du tissu, également à l'altération de la microcirculation et, in fine, à des défaillances d'organes, à des désordres de la coagulation et à l'échelle du corps humain, à une hypotension parce qu'il y a fuite des liquides vers les tissus. En parallèle de cette réaction inflammatoire et au même moment, se met en place une immunosuppression. Donc là, les cellules de l'immunité adaptative apoptose deviennent anergiques pour un certain nombre d'entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne réagissent plus lorsqu'elles rencontrent l'agent pathogène, et les cellules s'orientent vers un profil anti-inflammatoire tel que les T régulateurs ou les macrophages de type M2, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ces deux réactions complètement opposées se produisent en même temps. Cette immunosuppression fait le lit des infections secondaires. C'est-à-dire que si le patient se sort de cette étape d'hyperinflammation, passe ce cap, il peut contracter une infection secondaire du fait du déficit immunitaire engendré par cette immunosuppression. Et alors, souvent, les patients décèdent d'une infection secondaire. Alors, comment est pris en charge aujourd'hui un choc septique? Eh bien, il n'y a pas de traitement aujourd'hui spécifique associé au choc septique. Donc, les patients sont pris en charge de manière symptomatique, en réanimation. Ils vont recevoir des antibiotiques. Ils vont avoir un maintien, un remplissage vasculaire pour maintenir la pression artérielle. Lorsque ça ne suffit pas, les catécholamines sont ajoutées pour maintenir cette pression artérielle. Et puis, dernier élément, eh bien, tout est mis en œuvre pour préserver les organes. Donc, notamment, il peut y avoir une hémodialyse pour permettre la préservation des reins. Toutes les thérapeutiques, et il y a eu énormément d'essais, toutes les thérapeutiques spécifiquement et uniquement anti-inflammatoires ont été des échecs cuisants. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'on ait un traitement optimal dans le choc septique? Eh bien, il faudrait, vous vous rappelez ce schéma de la physiopathologie du choc septique avec une hyperinflammation concomitante d'une immunodépression. Eh bien, il faudrait qu'il y ait un traitement qui permette de limiter cette inflammation, mais sans l'abolir totalement, puisqu'on a vu que l'inflammation était un moyen de lutter contre l'infection et qu'elle permettait qu'il fallait donc la garder, mais pas de manière excessive, et puis un moyen de limiter cette immunodépression. Aussi donc agir finalement de manière concomitante sur les deux versants de la physiopathologie du choc septique. Donc, je vais maintenant faire le lien entre ces cellules stromales mésenchymateuses, leurs propriétés et le choc septique. Vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai présenté la capacité des cellules stromales mésenchymateuses, en fonction de l'environnement dans lequel elles se trouvent, d'adopter des phénotypes complètement opposés. Un phénotype inflammatoire dans un environnement pro-inflammatoire, un phénotype pro-inflammatoire et booster de l'immunité dans un environnement peu inflammatoire. Eh bien,
Si l'on regarde le traitement optimal dont nous aurions besoin pour le choc septique, capable de limiter l'inflammation, mais capable aussi de booster l'immunité, on voit tout de suite que la propriété MSC2 anti-inflammatoire des cellules stromales mésenchymateuses pourrait jouer un rôle sur cet aspect de la physiopathologie, et le phénotype MSC1 pro-inflammatoire et booster de l'immunité des cellules stromales mésenchymateuses pourrait jouer un rôle sur cet aspect de la physiopathologie du choc septique. Donc en effet, si l'on regarde un petit peu les études animales qui ont été réalisées, dans le choc septique, nous avons dit que nous avons une réponse inflammatoire incontrôlée. Il a été montré dans les modèles animaux que il était possible de limiter cette réaction pro-inflammatoire, de moduler cette inflammation et la réponse immunitaire grâce aux cellules stromales mésenchymateuses. Dans un choc septique, on peut avoir un très fort taux d'infection, une infection relativement importante, avec une charge bactérienne importante. Il a été montré que les cellules stromales mésenchymateuses permettaient de diminuer la charge bactérienne, soit directement en sécrétant des facteurs antibactériens, LL37, hepcidine, soit indirectement en stimulant les macrophages, les monocytes macrophages, et en accélérant, en accentuant leur capacité de phagocytose, c'est-à-dire d'internalisation et de dégradation des éléments pathogènes. Et puis enfin, le choc septique est relativement hétérogène en fonction des patients selon les organes qui sont atteints. Et en injectant les cellules stromales mésenchymateuses, on a pu montrer qu'il y avait que les cellules stromales mésenchymateuses étaient capables de cibler les organes, notamment les poumons vers lesquels elles vont se diriger, et en priorité, et permettre, de par des propriétés qu'on n'a pas décrites, mais qu'on a juste observées sur la diapositive, des propriétés anti-apoptotiques, des propriétés pro-angiogéniques, permettent de régénérer le tissu pulmonaire, notamment lorsqu'elles vont le rejoindre. En conséquence, sur des modèles animaux murins, toutes les études qui ont été réalisées, notamment avec des cellules stromales mésenchymateuses adultes, ont montré une amélioration de la survie de ces modèles murins en présence de cellules stromales mésenchymateuses, donc des modèles murins de choc septique, pardon. Donc nous avons nous avons commencé dans les années 2015, nous avons mené des travaux expérimentaux dans 2 modèles animaux de choc septique, un modèle murin et un modèle porcin. La personne qui a réalisé ce travail au cours de sa thèse d'université, c'est le docteur Caroline Larolle, qui est maintenant maître de conférences et praticien hospitalier au sein de l'UTCT et à la faculté de pharmacie. Donc la première étude que nous avons menée, qui est mentionnée ici, qui porte sur le modèle murin, donc un modèle murin de choc septique. Modèle murin, une fois qu'on a généré le choc septique chez cette souris, on a soit injecté dans un groupe des cellules stromales mésenchymateuses de cordon ombilical, donc des Wharton Jelly MSC, soit injecté des cellules stromales mésenchymateuses de moelle osseuse, donc provenant de tissus adultes. Et puis, nous avons fait un groupe contrôle recevant juste du tampon et ayant un groupe contrôle de choc septique recevant juste du tampon véhicule en fait des différentes cellules stromales mésenchymateuses. Donc, nous avons pu observer dans un premier temps qu'au sein des organes, le trafic leucocytaire était diminué pour les cellules pro-inflammatoires, telles que les neutrophiles ou les macrophages de type M1. En revanche, on retrouvait plus de lymphocytes T régulateurs et du profil tolérant des macrophages, le profil anti-inflammatoire type M2. Ça, c'est extrêmement intéressant. La deuxième chose qui a été mise en évidence, c'est que les cellules stromales mésenchymateuses, quelle que soit leur source, étaient capables de diminuer la charge bactérienne chez ces souris. Donc c'était quand même relativement important puisque c'est quand même le point de départ du choc septique, c'est cette infection. Cette différence n'a été trouvée significative entre le groupe PBS tampon et le groupe
et les groupes cellules souches mésenchymateuses que pour les cellules stromales mésenchymateuses de cordon ombilical. Enfin, nous avons pu montrer, parmi les résultats importants de cette étude, que la survie des souris traitées par cellules stromales mésenchymateuses était améliorée par rapport à celle des souris traitées par PBS, mais que la différence n'était significative qu'avec les cellules stromales mésenchymateuses de cordon ombilical. Donc nous avons pu, à travers cette étude, montrer que les cellules stromales mésenchymateuses faisaient au moins aussi bien que celles de moelle osseuse, mais que on en retrouvait une différence significative avec le PBS, avec le groupe témoin, que avec les cellules stromales mésenchymateuses, que ce soit pour la clairance bactérienne ou pour la survie. Donc cette première étude, dont vous avez les principaux résultats ici, nous a permis de valider la source cellules stromales mésenchymateuses pour la suite de nos travaux. La deuxième étude que nous avons menée a été réalisée chez le cochon, donc un cochon qui a été chez lequel a été induit une péritonite, donc qui était au départ en sepsis, puis qui est passé en choc septique au cours de l'étude, et qui a reçu des cellules stromales mésenchymateuses de cordon ombilical produites en grade clinique, ou bien alors uniquement le véhicule des cellules, c'est le groupe contrôle. Ce cochon a été monitoré comme dans une salle de réanimation, comme le sont les patients, en présence pendant 24 heures d'un réanimateur. Donc il a été, ses organes ont été monitorés, toutes ses fonctions, en fait, tous ses paramètres ont été suivis pendant, ces paramètres hémodynamiques et de suivi d'organes ont été suivis pendant ces 24 heures. Qu'est-ce qu'on a pu observer parmi les résultats les plus intéressants? Donc en vert, vous avez la courbe du groupe des cochons qui ont été traités par cellules stromales mésenchymateuses. Bien, on a pu constater que la pression artérielle était maintenue chez les cochons plus longtemps que dans le groupe traité que dans le groupe contrôle. Et cette pression artérielle ne nécessitait que plus tardivement l'injection de noradrénaline pour être maintenue. Deuxièmement, en termes de dysfonction d'organes, nous avons pu montrer que au niveau pulmonaire ici, que la fonction pulmonaire était maintenue au cours du temps dans le groupe traité par les cellules stromales mésenchymateuses, alors qu'elle décroissait beaucoup plus vite dans le groupe contrôle. Et ceci a été confirmé au plan histologique, où le score histologique pulmonaire était bien meilleur en présence de cellules stromales mésenchymateuses. Enfin, en termes de survie, l'ensemble des cochons ayant reçu le véhicule des cellules sont morts en moins de 24 heures, alors que 60% d'entre eux survivaient à l'issue des 24 heures de suivi lorsqu'ils avaient reçu les cellules stromales mésenchymateuses. Donc ces travaux qui ont été publiés ont également été valorisés de deux façons différentes. D'une part, ils ont permis un transfert clinique, alors qui a été rendu possible grâce à la collaboration avec l'unité de thérapie cellulaire et de banque de tissus qui possède un département médicaments de thérapie innovante. Donc, vous voyez ici comment sont habiller les personnes qui travaillent dans ce laboratoire. Et vous voyez ici le laboratoire futur dans lequel nous avons installé un isolateur et qui sera prochainement ouvert. Dans ce laboratoire et ce département MTIPP, nous avons pu obtenir l'autorisation de produire des cellules stromales mésenchymateuses pour 2 essais cliniques, un essai dans le choc septique et un essai dans la COVID-19. Vous avez ici les numéros d'autorisation DRACT. Le deuxième volet de la valorisation de ces travaux a été l'obtention d'une maturation auprès de la SAT Science, l'incubation auprès de l'incubateur Lorrain et la création d'une spin-off de l'Université de Lorraine et du CHU Nancy
qui a conduit, suite au brevet qui a été déposé sur ces travaux et à l'obtention de ce brevet, à la validation de ce brevet en Europe. Donc la start-up STEMinov a été créée en 2019, a été lauréate à iLab également en 2019 et a obtenu un fonds d'amorçage auprès de Finovam Gestion. La présidente de la CEO de cette start-up est Julie Hultin. Donc, je vais commencer cette partie valorisation de ma présentation par le transfert clinique. Donc, tout d'abord, l'essai dans le choc septique avec les cellules stromales mésenchymateuses de cordon ombilical. Donc, au moment où on a déposé notre essai, il y existait 3 essais cliniques qui avaient été sur lesquels il y avait eu des communications. D'une part, un essai de phase 1 chez des donneurs sains qui avait été mené par Tigenix, un essai de 2 essais de phase 1-2, l'un d'escalade de dose avec quelques patients, 9 patients au Canada, et puis un réalisé en Russie. Nous avons donc décidé, ces essais, ont montré une très bonne tolérance des cellules, même si en termes d'efficacité, c'était un petit peu plus ténu comme type de résultat du fait du nombre de patients présents dans ces essais, et puis que ce n'étaient pas des essais comparatifs. Donc nous avons voulu monter un essai de phase 2A comparatif, donc un essai clinique, phase 2A, c'est-à-dire d'efficacité, comparatif, c'est-à-dire contre un groupe contrôle, en double aveugle, sur 60 patients. 30 patients ont reçu les cellules, doivent recevoir les cellules stromales mésenchymateuses et 30 patients reçoivent le placebo, c'est-à-dire le véhicule des cellules. Bien entendu, tous les patients sont pris en charge en réanimation classique, ont une prise en charge classique du choc septique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire antibiothérapie, réanimation, remplissage vasculaire et support d'organes. Donc voilà l'essai. Dans les 12 heures qui suivent le passage en choc septique, c'est-à-dire l'administration des vasopresseurs, des catécholamines, les patients doivent être inclus dans l'essai, randomisés dans le groupe traité ou dans le groupe placebo et recevoir dans les 12 heures qui suivent, c'est-à-dire au total 24 heures après l'entrée en choc, le traitement selon le bras dans lequel ils ont été randomisés. Les critères d'inclusion principaux sont que les patients soient en choc septique depuis moins de 12 heures pour être inclus, qu'ils soient des hommes ou des femmes de plus de 18 ans et que eux-mêmes, ou plutôt leur famille, aient signé un consentement éclairé. Cet essai a été autorisé par l'ANSM. Un patient a pu être inclus. La période Covid a fait qu'il n'y a pas eu d'inclusion dans cet essai. Nous avons donc dû redéposer un document à l'ANSM qui vient d'être accepté et donc nous redémarrons les inclusions sur ce protocole. Le deuxième essai que nous avons monté avec les cellules stromales mésenchymateuses lors de la période Covid-19, eh bien, c'est un essai dans les formes graves de Covid-19 et plus particulièrement le syndrome de détresse respiratoire aiguë des patients qui se retrouvent en réanimation secondairement à l'infection par le SARS-CoV-2. Alors, très brièvement, voici la physiopathologie du SARS-CoV-2 au niveau d'une alvéole pulmonaire. Et donc, on voit très bien ici que le virus pénètre par le récepteur S2 dans les cellules épithéliales et les cellules épithéliales qui tapissent l'alvéole pulmonaire et conduisent à la production de nouveaux virions, à la dégradation des cellules épithéliales et à la génération d'une réaction inflammatoire extrêmement importante par la stimulation des cellules de l'immunité innée, les macrophages, les polynucléaires, mais également par la stimulation des cellules de l'immunité adaptative. Donc on se retrouve avec une réaction inflammatoire au niveau pulmonaire extrêmement importante qui contribue par elle-même à dégrader également le tissu pulmonaire, le tissu de l'alvéole pulmonaire. Donc cette réaction hyperinflammatoire va conduire au recrutement de nouveaux effecteurs et entraîner une espèce de boucle d'inflammation extrêmement délétère pour l'alvéole pulmonaire. Face à cette physiopathologie, nous nous sommes
interrogé sur l'intérêt que pouvaient avoir les cellules stromales mésenchymateuses, puisqu'elles ont un tropisme pulmonaire, elles vont en premier lieu se loger au niveau du poumon, et puis qu'elles exercent un rôle anti-inflammatoire relativement important. Donc, quelques papiers étaient sortis effectivement dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë dans des modèles animaux. Et puis, il y avait eu un essai clinique qui avait montré l'absence de toxicité et un début de stigmate d'efficacité au niveau pulmonaire, au niveau de la fonction pulmonaire. Donc effectivement, les cellules stromales mésenchymateuses, comment peuvent-elles agir dans cette infection pulmonaire à SARS-CoV-2 ? Eh bien, elles ont probablement un effet antiviral direct, certainement. Elles sont capables de réparer peut-être les cellules épithéliales. Elles sont aussi capables de protéger un petit peu les tissus par leurs propriétés anti-apoptotiques et pro-angiogéniques. Et puis, elles sont capables surtout d'exercer un effet anti-inflammatoire, donc de moduler l'inflammation qui se produit au niveau de cet alvéole pulmonaire et peut-être de diminuer toute l'action des cellules de l'immunité innée, mais aussi de l'immunité adaptative. Un essai a été publié, enfin plusieurs essais commencent à être publiés dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë induit par le SARS-CoV-2, donc dans la COVID-19, parce qu'en fait, il y a à peu près, au moment de cette infection, de cette pandémie, il y a à peu près 80 essais cliniques qui ont été initiés de par le monde, la majorité ayant lieu en Chine ou aux États-Unis. Et ici, je vous montre les résultats d'un essai américain qui est extrêmement encourageant puisque sur finalement assez peu de patients, 12 patients dans chaque bras, les bras traités par CSM de cordon ombilical et les bras cellules souches mésenchymateuses de cordon et puis le bras non traité, contrôle, recevant juste le placebo, eh bien, il montre ici une survie significativement améliorée dans le groupe traité et puis un temps de récupération beaucoup plus court et significativement plus court chez les patients qui ont été traités par les cellules stromales mésenchymateuses. Les patients ont reçu 2 injections de cellules stromales mésenchymateuses consécutives à 48-72 heures d'intervalle pour consolider finalement l'effet anti-inflammatoire et protecteur pulmonaire de ces cellules. Donc, nous avons initié un essai qui a été autorisé courant 2020, enfin fin 2020, pardon, et qui a débuté fin 2020. Donc, c'est un essai de phase 2 d'efficacité, toujours un essai comparatif, randomisé, en double aveugle versus placebo, et qui consistait en l'injection, 3 injections répétées de cellules stromales mésenchymateuses à 48-72 heures d'intervalle chacune, pour des patients qui avaient un syndrome de détresse respiratoire aiguë, secondaire à la COVID-19, modéré à sévère, c'est-à-dire les cas les plus graves de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et nous avons monitoré la fonction pulmonaire à travers le ratio PaO2 sur FiO2 dans les 10 jours qui ont suivi l'initiation du traitement. Donc, c'est ce que vous voyez schématisé ici. Lorsque les patients ont été inclus, ils ont été randomisés et ils ont reçu le jour même ou le lendemain, selon l'heure de randomisation, la première injection de cellules stromales mésenchymateuses, puis 48 à 72 heures la deuxième et 48 à 72 heures après la troisième injection de cellules stromales mésenchymateuses. Ils ont été suivis jusqu'à J28 ou jusqu'au jour de leur sortie d'hospitalisation et également revus en consultation à J90. Alors, je ne peux pas vous présenter les résultats de cette étude qui sont actuellement en finalisation d'analyse et que nous allons publier très bientôt, mais j'espère pouvoir vous les communiquer ultérieurement. Nous allons passer maintenant au deuxième niveau de valorisation de ces travaux qui consiste en la création de la start-up Stabinov, donc, dont la CEO est Julie Hutin. Donc tout d'abord, je voudrais saluer ici l'aide dont j'ai pu bénéficier et donc plus largement avec Julie Hutin, nous avons pu bénéficier pour amener ce projet jusqu'à la création d'une start-up. Donc nous avons été, j'ai poussé la porte de l'incubateur aux alentours de 2015 avec un projet qui était
pas bien défini, mais l'incubateur a cru en ce projet et m'a aidé à le définir, surtout au regard des résultats qui sont arrivés progressivement de la thèse d'université de Caroline Larreuil, résultats que je vous ai présentés juste avant. En tout cas, l'incubateur Lorrain m'a permis très rapidement de pouvoir prétendre à un financement, le financement émergence, qui m'a permis de financer l'étude Cochon, notamment. Il m'a mis en relation avec la SAT Science, et vous verrez après que ça a été également très utile. Un petit peu plus tard, en 2017, l'incubateur Lorrain m'a présenté Julie Hutin, qui, de par son parcours que nous verrons après, pouvait tout à fait être la CEO de la start-up et qui était intéressée par le projet. Elle nous a aussi donné un grand nombre de contacts et notamment la société ICOSA, le cabinet ICOSA pour le suivi des brevets. L'incubateur a assuré un véritable coaching et une préparation, nous a préparé au concours iLab, nous permettant de l'obtenir en 2019. Nous avons pu aussi, grâce à eux, obtenir la bourse French Tech Deep Tech en ayant le label Deep Tech, donc qui nous a permis d'avoir un financement plus intéressant. L'incubateur nous a mis en relation avec la région Grand Est, ce qui nous a permis d'obtenir une bourse en T-Création, contribuant à la création de STEMinov, et enfin nous a mis en relation avec Finovam Gestion, donc le fonds d'amorçage, qui nous a permis d'obtenir le complément financier de ce que la BPI nous a donné avec iLab, et donc de faire que lors de l'ouverture de STEMinov, nous avons pu avoir un budget de 1 million d'euros. À côté, la SAT Science, avec laquelle l'incubateur nous a mis en relation, nous a permis d'obtenir un financement maturation relativement important, qui nous a permis de faire les études précliniques réglementaires sur nos cellules, et c'est ce qui nous a permis d'obtenir l'autorisation d'essais cliniques, et puis qui nous a permis d'initier les runs de production, nous permettant de déposer notre dossier à l'ANSM. Alors, qu'est-ce que c'est que des runs de production? Mais en fait, ce sont des productions telles qu'elles vont être réalisées dans la vraie vie de l'essai clinique, donc des vraies productions cliniques, mais qui vont servir uniquement à être qualifiées. Et c'est ces qualifications qui vont être mises dans le dossier donné à l'ANSM. Sur la base de ces différents résultats de contrôle qualité, l'ANSM va pouvoir dire si oui ou non les productions sont correctes, conformes, reproductibles, et donc donner leur aval pour que les productions soient réalisées dans notre laboratoire. La SAT Science a réalisé également une étude de brevetabilité nous permettant de dire que le champ n'était pas déjà défriché et que notre projet avait toute sa place et pouvait être breveté. Et puis enfin, a beaucoup contribué à la négociation de la licence avec STEMinov, donc pour donner la licence d'exploitation exclusive du brevet à STEMinov. Donc, STEMinov est une start-up dont les deux cofondatrices sont Julie Hutin et moi-même. Julie avait un parcours plus business, alors d'abord école d'ingénieur, école centrale de Lyon, puis l'école de management de Lyon. Elle a ensuite conforté cette formation en management en faisant le challenge d'HEC. Et puis, elle avait une expérience chez Eurofins Génomique de management de 5 ans d'expérience, donc ce qui était tout à fait, qui permettait tout à fait d'aborder la création d'une start-up. De mon côté, mon profil est plutôt universitaire. Nous avions réalisé les recherches qui ont conduit au brevet que nous avions déposé initialement en 2017 et donc brevet dont la licence d'exploitation exclusive a été donnée à STEMinov. Aujourd'hui, dans STEMinov, donc je suis effectivement la cofondatrice, mais je suis conseiller scientifique, comme me le permet en fait la commission de déontologie de l'Université de Lorraine. 4 consultants
sont également sollicités par STEM-Innov dans différents domaines, donc dans un domaine business pour Eric Alioua, dans un domaine plus réanimation pour Pierre-Emmanuel Charge, par exemple, et dans un domaine plus pharmaceutique pour Claude Dédré. Donc, quel est l'objectif de cette start-up? Quelles sont ses missions, en fait, là, aujourd'hui, et ce à quoi elle est en train de travailler pour développer donc le médicament. Alors, d'une part, STEM-Innov s'est lancé a pour objectif de réaliser une production industrielle, une production complètement internalisée à STEM-Innov, industrielle, des cellules stromales mésenchymateuses de cordon ombilical. Et pour cette production industrielle, elle se focalise sur une production en bioréacteur, sur microporteurs. Donc, nous verrons un petit peu après ce que ça signifie, ce que ça représente, avec pour objectif d'avoir des cellules stromales mésenchymateuses, des doses de cellules stromales mésenchymateuses cryoconservées, disponibles, prêtes à l'emploi pour les patients, donc disponibles dans les services, ce qu'on va appeler off the shelf, c'est-à-dire sur l'étagère. Le deuxième objectif de STEM-Innov, c'est de monter des essais cliniques. Le premier est un essai de phase 1 d'escalade de dose pour essayer de trouver la dose maximale tolérée ou la dose minimum efficace. Et puis, un essai de phase 2 dans la foulée, un essai d'efficacité. Cette fois-ci, non pas sur 30 patients, où on est souvent limité par le nombre par l'effectif pour pouvoir avoir interprété statistiquement les résultats, mais cette fois-ci sur un beaucoup plus grand nombre de patients, entre 100 et 200 patients, pour permettre une analyse statistique des résultats et pouvoir conclure à une efficacité. Donc, le principal objectif, effectivement, c'est la safety, mais c'est aussi l'objectif primaire, c'est de réduire la durée de ventilation mécanique de ces patients qui sont en réanimation. Donc, pour ces deux objectifs, STEM-Innov travaille actuellement à rencontrer des fonds pour lever les fonds nécessaires à ces études. Alors, je vais terminer mon propos en vous parlant un petit peu de la production des cellules stromales mésenchymateuses, la façon dont on les a produites pour les essais cliniques, et puis le futur. Donc, nous les avons produites à partir du cordon, comme vous le voyez ici, cordon qui a été mis dans des boîtes de culture, découpé. Vous voyez qu'il est découpé, c'est très artisanal pour le moment, mis dans des boîtes à couvercle, des boîtes stériles à couvercle. Et donc, ces morceaux de cordon vont adhérer au plastique et les cellules vont migrer progressivement du morceau de cordon vers le plastique de la boîte. Et au bout de quelques jours, eh bien, on va voir autour des morceaux de cordon des cellules stromales mésenchymateuses qui ont migré et qui ont commencé à pousser sur le plastique. À partir de là, on peut retirer les morceaux et pousser le passage pousser la culture jusqu'à ce que les boîtes soient recouvertes de cellules stromales mésenchymateuses à 80% de confluence. Ensuite, on va décoller les cellules par trypsination de ces boîtes et les réensemencer à une densité plus faible dans des flacons de culture clos que l'on appelle des cell stacks, ici à 2 étages de culture. Et donc, on va les réensemencer pour un premier passage dans ces flacons de culture. Donc, on les ensemence à une densité plus faible et ils vont pouvoir s'expandre. Puis, à l'issue d'une semaine, les cellules ont atteint 80% de confluence. À nouveau, on va les décoller par trypsination, les laver, les réensemencer à une densité plus faible, dans un nombre de cell stacks plus important, et à une densité plus faible. Au bout d'une semaine, ces flasques de culture arrivent à confluence, et donc on va les décoller les cellules en les trypsinant et réensemencer, cette fois-ci, pour un troisième passage dans 14 cell stacks. Donc, à l'issue de ce troisième passage, on obtient entre 500 et 800 millions de cellules que l'on peut congeler, cryoconserver. C'est ce que vous voyez ici. Les cellules sont cryoconservées après avoir pris un échantillon qui va permettre de réaliser un grand nombre de contrôles qualité permettant de sécuriser le lot qui a été produit et de le libérer pour l'essai clinique. Alors aujourd'hui, effectivement, vous voyez, on travaille
en 2D, ce qu'on appelle en 2 dimensions, c'est-à-dire dans des flasques de culture qu'on est obligé de trypsiner et ensemencer. Vous avez vu que le temps de culture est relativement long au total, ça va prendre environ 2 mois, et que c'est très très time consuming, puisque le dernier passage, il faut pratiquement une journée pour le réaliser, hein, le P3, vu qu'il y a 14 cell stacks à ensemencer, donc c'est très long à réaliser. Et puis, on est quand même limité parce que 14 cell stacks, ça occupe presque 2 incubateurs et que vous pouvez pas avoir dans votre laboratoire 50 incubateurs. Et voilà, donc c'est relativement limité finalement. On est un petit peu au maximum de ce que l'on peut produire par cette technique de production. Donc, nous nous sommes lancés il y a 2 ans dans un projet d'ANR qui a pour objectif de transférer cette culture en grade clinique sur des microporteurs. Donc, les microporteurs, ce sont en fait des petites surfaces de culture, alors en plastique ou dans d'autres matériaux, sur lesquels les cellules stromales mésenchymateuses vont adhérer et vont pousser et vont s'expandre. Donc, ça va être un support de culture. Et ces microporteurs, on les met dans un bioréacteur en mode agité. Bioréacteur que l'on a la possibilité de monitorer avec des contrôles en ligne, et puis que l'on a dans lequel on a la possibilité de rajouter du milieu, rajouter des microporteurs pour permettre que les cellules continuent à croître et à s'extendre. Donc cet ANR a pour but de comparer la culture de cellules stromales mésenchymateuses, on va appeler ça du 3D, versus les mêmes cordons à partir desquels on a généré des cultures de cellules stromales mésenchymateuses en 2 dimensions. Donc cet ANR a été obtenu en 2021 et est actuellement en cours de réalisation. Alors cette thématique, le fait de faire de la bioproduction dans des bioréacteurs, me permet d'aborder un sujet que je voulais quand même aborder avec vous, qui est le fait que notre unité, l'UTCT, a été labellisée intégrateur industriel fin 2020 et que cette labellisation vient d'être renouvelée par l'État. Donc, juste pour vous situer, qu'est-ce que c'est que les intégrateurs industriels et à quoi ça va servir, parce que c'est tout à fait dans la thématique que nous sommes en train de développer. Donc, en fait, ça part d'un constat de l'État, d'une enquête qui avait été faite en 2020, un peu avant le Covid, en fait 2019-2020. C'est un constat qui avait été fait que en Europe, il y a très peu de biothérapies qui sont produites, et particulièrement en France, il y en a encore moins. Il y en a que 5, mais c'est vraiment extrêmement peu, et que la France est dépendante à plus de 80% sur toutes les biothérapies. Alors, c'est les anticorps monoclonaux, c'est les vaccins, c'est les médicaments de thérapie innovante, comme les cellules stromales mésenchymateuses, par exemple. Voilà, toutes ces biothérapies, en fait, la France est dépendante des autres pays européens ou du reste du monde. Elle a pris une position extrêmement en retard sur ces productions pharmaceutiques. Et effectivement, sur les 40 médicaments de thérapie innovante qui aujourd'hui ont une autorisation de mise sur le marché, il y en a 25 en thérapie cellulaire et 15 en thérapie génique. Eh bien, le top 3 des pays, c'est évidemment les États-Unis, la Chine et la Corée, et la France, eh bien, elle n'y est pas dans ces pays qui ont des médicaments de thérapie innovante, qui ont une autorisation de mise sur le marché. Donc, fort de ce constat, l'État a lancé un grand défi, le grand défi biomédicaments, avec pour une première étape de labelliser des intégrateurs industriels, donc des structures qui ont pour vocation d'assurer le lien entre des industriels, que ce soit des biotech, des équipementiers, etc., et des académiques, pour essayer de développer les modes de production des médicaments de thérapie innovante ou des biothérapies plus largement, afin d'arriver à des médicaments qui soient produits en plus grande quantité, de manière plus simple et surtout qui soient moins coûteux. Donc, parmi les intégrateurs, il y en a eu 6 qui ont été labellisés dans la première vague. Il y a eu le nôtre, MT Innov, donc qui associe à la fois l'UTCT, du CHU de Nancy, et le LRGP, le laboratoire réaction génie des procédés du CNRS, qui se trouve sur le plateau de Brabois. Et puis,
En 2022 est arrivée la politique France 2030 avec pour objectif de produire 20 biomédicaments sur le sol français d'ici 2030 et d'ici 2025 d'avoir des médicaments de thérapie innovantes produits, enfin des biothérapies produites en France. Je crois qu'il y en a 5 qui doivent être générés sur le sol français. Donc voilà MT Innov qui se trouve donc être l'intégrateur du Grand Est, qui collabore avec les structures du Grand Est telles que ISE et Alsace BioVallée, et qui collabore surtout avec les startups du Grand Est, STEM Innov, Corbiogenesis à Strasbourg ou Cell Protera à Mulhouse. Donc voilà. C'est l'association, donc comme je le disais, du LRGP, Laboratoire Réaction et Génie des Procédés, et de l'UTCT. Donc vous voyez que nos deux laboratoires sont très proches l'un de l'autre, et je résiste pas au plaisir de vous montrer ce vers quoi, ce que nous faisons actuellement en termes de production, et ce vers quoi nous devons tendre. Alors, avant de vous montrer ça, je vous explique juste pourquoi nos deux laboratoires ont monté cet intégrateur. En fait, ça nous a permis d'associer les compétences de bioproduction. C'est un laboratoire au LRGP où ils produisent en bioréacteur depuis très longtemps. Ils sont impliqués dans la production des anticorps monoclonaux, dans la maturation des modes de production des anticorps monoclonaux au sein de leur laboratoire. Et nous avons la capacité de produire en GMP, en conditions de grade clinique. Nous avons la connexion avec les cliniciens pour monter des essais cliniques. Et donc, nous trouvions qu'il y avait un très beau continuum entre les techniques de bioproduction que nous souhaitions importer en médicaments de thérapie innovante et que nous étions capables d'amener jusqu'à l'essai clinique. Donc, voilà aujourd'hui très, très rapidement comment sont produites nos cellules stromales mésenchymateuses. Pardon, je vais vous montrer la petite vidéo, excusez-moi, qui dure quelques secondes. Développer des biomédicaments avec l'industrie pharmaceutique, c'est l'enjeu d'un label national décerné à une plateforme de recherche basée à Nancy-Brabois. Cette structure est composée de 2 laboratoires, du CHRU et de l'Université de Lorraine, 2 labos associés et spécialisés dans la culture de cellules et la mise en œuvre d'essais cliniques et qui font désormais partie des 6 intégrateurs d'industriels nationaux chargés de concevoir le médicament de demain. Voilà, c'était un petit reportage dont nous avions bénéficié lorsque l'intégrateur industriel a été inauguré et nous avions une culture de cellules stromales mésenchymateuses de grade clinique à ce moment-là en cours et donc France 3 avait filmé. Donc, grâce à ce label, nous avons pu déposer un certain nombre de projets avec des industriels et des académiques et nous avons eu la chance d'avoir 6 projets qui ont été financés dans les différents appels à projets qui ont été initiés dans ce contexte-là. Et des projets, et notamment tels que le projet Access ou le projet Secret, qui sont des projets portant sur la production des cellules stromales mésenchymateuses en bioréacteur et l'analyse en ligne de ces cultures. Donc, je vais maintenant conclure ma présentation. Je vous ai présenté les premiers travaux que nous avons faits chez La Souris qui nous ont permis de valider la source de cordon ombilical pour la production en grade clinique des cellules stromales mésenchymateuses. Nous avons pu ensuite réaliser ce modèle porcin. Alors, il y a une chose que je n'ai pas précisée, c'est pourquoi le modèle porcin. C'est que sur le plan des paramètres hémodynamiques, le porc est extrêmement proche de l'homme. Et donc, ça permettait d'avoir quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de la clinique humaine. Donc, nous avons pu montrer que sur les paramètres hémodynamiques, ces cellules stromales mésenchymateuses de cordon avaient un effet bénéfique. Ça nous a permis de mener ensuite 2 essais cliniques, donc l'un qui est terminé dans la Covid-19 et l'autre dans le choc septique qui est en cours, et également de déposer un brevet sur la base de ces résultats et de créer la start-up STEM Innov pour valoriser ce brevet et pouvoir initier, donc c'est l'objet de la levée de fonds actuelle, de la production industrielle de cellules stromales de gelée Wharton et un essai clinique, alors d'escalade de dose d'abord de phase 1 et puis un essai de phase 2, c'est celui-là le plus important, avec un effectif suffisant. Et enfin, grâce à toute cette expertise, nous avons eu la légitimité aussi pour créer
en nous associant au LRGP, l'intégrateur industriel MT Innob, ayant pour but de faire du scale-up, donc augmenter les capacités de production à des coûts moindres et de manière plus simple. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé qui ont contribué à tout ce travail. Je voudrais sincèrement remercier Caroline Laroy, qui a été l'étudiante qui a réalisé sa thèse d'université en collaboration, en co-direction de Sébastien Gibaud, chef de service de réanimation, et moi-même, et ce qui nous a permis de mener ces travaux. Et puis, je tiens à remercier également la maternité régionale, car c'est elle qui nous fournit les cordons ombilicaux à partir desquels nous produisons les cellules. Évidemment, mentionner la start-up Steminov qui travaille au quotidien pour essayer de développer ce médicament et de le produire. Et puis, mon collègue, le professeur Eric Olmos du LRGP, pour la création de cet intégrateur industriel et pour tout le travail que nous pouvons mener ensemble. J'ai mentionné ici tous les soutiens et également les financements que nous avons pu obtenir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.